C'est parfait, merci beaucoup Esteban. C'est exactement ce que nous espérions de toi, c'est-à-dire que d'un côté, tu nous as donné une réflexion, un point de départ de réflexion sur le kitsch dans le domaine de la musique, qui est le tien, et tu as proposé toi-même ta propre position. Je suis d'autant plus content de ça que en effet, nous avons, au début de ce séminaire, discuté ces textes de Greenberg, d'Adorno, de Broch, et que donc, je suis très content que les auditeurs de ce séminaire aient pu, comme ça, confronter ta manière à toi d'approcher cette question. Et bien sûr, nous avons rencontré cette conception que tu appelles écologique ou pragmatique du kitsch, parce que dans une certaine mesure, elle est à tous les tournants à partir du moment où l'on s'intéresse, où on essaie de prendre cette catégorie. Alors, effectivement, pour ma part, j'avais mis ce séminaire sous l'égide de deux choses. D'un côté, une réflexion sur les catégories esthétiques, c'est-à-dire la catégorie, par exemple, du lyrique, la catégorie du tragique, la catégorie du poétique, et c'est vrai que, ou même la catégorie du sublime, hein. Et ce que je voulais, c'était voir si, lorsque on s'intéresse au cinéma, qui est un art en quelque sorte, c'est à la différence de la musique, c'est un art qui est presque kitsch par excellence, parce qu'il est populaire, parce qu'il se prête à cette espèce de capacité d'interprétation encore presque plus que les autres arts, que la littérature ou la musique. Donc c'était un peu dans cette perspective-là que j'avais mené ce séminaire. Et il y a, ce que tu dis est passionnant et soulève plusieurs sortes de questions, et je suis sûr que les auditeurs en ont eux aussi. Mais d'abord, je vais faire juste une remarque. C'est vrai que la catégorie de kitsch est extrêmement relative, extrêmement fuyante, et comme le dit Adorno, c'est un poison, mais on pourrait presque dire que c'est une colle ou que c'est une glu dont on sait pas très bien comment on va s'en débarrasser. Tu sais, c'est un peu quelquefois quand on veut coller un objet, on garde plein de colle sur la main, on n'arrive plus à se dépatouiller. Mais enfin, en même temps, il est vrai que, prenons par exemple la catégorie de lyrique. Bon, lyrique, c'est un terme qu'on applique à la musique, qu'on applique aussi à la poésie, qu'on applique dans plusieurs. C'est pas si facile que ça de définir non plus un certain nombre d'autres catégories et de leur donner un statut descriptif. Donc, la notion de kitsch est peut-être celle qui est la plus fuyante, mais pour les autres catégories esthétiques, c'est pas clair. Il y a toutes sortes de systèmes de catégories esthétiques, comme celle de Souriau ou comme celle d'autres esthéticiens, et jamais quelqu'un ne parvient à donner une espèce de table complètement ferme des catégories. Donc, du point de vue descriptif, il n'y a pas que le kitsch qui est difficile. La deuxième chose, c'est que, alors, effectivement, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord avec cette conception que tu appelles écologique ou pragmatique, qui peut se résumer, mais tu vas me dire si je trahis ta pensée, elle peut se résumer en disant que le kitsch est dans l'œil de l'observateur. C'est-à-dire que ce n'est pas une propriété, comme tu l'as dit, intrinsèque de l'œuvre, musicale ou autre, c'est une propriété extrinsèque qui tient d'une part à la manière dont l'œuvre est interprétée, et d'autre part, le kitsch est dans l'œil de l'observateur, dans la mesure où il dépend d'abord d'un attributeur, de celui qui attribue la propriété, et non pas d'une propriété intrinsèque de l'œuvre. Deuxièmement, il intervient, comme tu l'as dit très bien, dans un contexte qui très souvent est également un contexte historique, social. Et toi qui es historien et sociologue en même temps de la musique, je comprends tout à fait que tu sois sensible à cet aspect-là, et il me semble qu'en un certain sens, ça ne peut être qu'une sorte de confirmation d'un certain nombre de tes travaux. Tu as montré par exemple ça. Bon, on pourrait, quand on étudie la 9e symphonie de Beethoven, comme tu l'as fait, on peut suivre le chemin de la manière dont l'œuvre est tracée. Bon. Donc, je crois que c'est indéniable cet aspect-là.
Et c'est d'autant plus indéniable qu'en effet, il y a une variabilité énorme de nos jugements. D'un autre côté, si on revient à la définition de Hermann Broch, dans son fameux article sur le kitsch, rappelons-nous qu'il dit, comme tu l'as rappelé, le kitsch, c'est le mal dans l'art. Maintenant, le mal dans l'art, effectivement, si on emploie un terme aussi fort que celui-là, le mal est une propriété qui, en principe, n'est pas simplement une propriété qu'on attribue de l'extérieur à une action éthique. Le mal, je pense, Broch, qui avait une conception tout à fait réaliste des valeurs esthétiques comme des valeurs morales, Broch voulait dire que le kitsch était réellement dans l'œuvre. Donc là, il y a une opposition entre l'attitude à laquelle arrive quelqu'un comme Adorno et l'attitude de Broch. Et lorsque Broch dit que le kitsch, c'est le mal dans l'art, il dit le kitsch, c'est pas simplement le fait de faire semblant de faire beau, c'est pas simplement une espèce de faire semblant ou de simulation de l'art véritable. Il dit, on lui dit, le kitsch dit fait du beau travail, c'est-à-dire fait semblant de faire quelque chose de beau, mais l'art véritable, dit Hermann Broch, c'est fait du bon travail. Et il me semble que là, lui, il est parfaitement réaliste, c'est-à-dire il laisse entendre qu'il y a des caractéristiques intrinsèques de l'œuvre qui en font quelque chose de kitsch. Alors, évidemment, c'est très paradoxal de dire ça à propos d'une œuvre comme la suite lyrique de Berg, parce que, effectivement, ça ne se voit pas à l'œil nu, comme tu l'as montré, qu'il y a des éléments, il y a des éléments de kitsch. Mais il y a d'autres œuvres musicales dans lesquelles le kitsch est pratiquement une espèce de propriété intrinsèque. On a dit, il y a des gens qui ont dit que la musique, certaines parties de la musique de Berlioz étaient kitsch. Il y a des gens qui ont dit que certaines parties de la musique de Wagner étaient kitsch. C'était d'ailleurs l'opinion propre de Hermann Broch. Et puis, il y a des passages, des citations dans certaines œuvres qui ont des allures, justement, où on a vraiment l'impression que c'est l'intrusion soit d'une autre œuvre, soit de chansons populaires, soit de musique, où on a l'impression que l'auteur introduit ça. Alors, par exemple, chez Mahler, dans la première symphonie Titan, il y a un passage où on a presque l'impression de se trouver dans un Biergarten avec des Munichois qui sont en train de taper sur des chopes de bière. Et donc, c'est quelque chose qui semble être, alors, une propriété réelle de l'œuvre. Évidemment, dire ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'une œuvre est toujours interprétée. Mais, par exemple, je ne peux pas ne pas penser à une déclaration qu'avait faite Pierre Boulez une fois. Il avait dit, moi, j'ai aucune envie de diriger du Verdi, je préfère aller me promener. Je pense que Boulez devait considérer, s'il parlait sérieusement, que la plupart du temps, Verdi, c'était du kitsch. Mais on peut le dire aussi de Rossini, de Bellini. Bon, et d'ailleurs, Suzanne Sontag, dans l'article que tu as cité, elle cite Bellini comme étant un compositeur assez typiquement kitsch. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait trouver des critères intrinsèques du kitsch en utilisant cette idée de ne pas faire du bon travail? Prenons par exemple un critère qui est donné par un théoricien récent, c'est que quand tu as quelque chose, une œuvre qui est kitsch, il n'est pas tellement, il est presque, tu peux, si tu la changes, si tu en changes des caractéristiques, elle reste kitsch. Tandis qu'une véritable œuvre d'art, musicale, picturale, si tu changes un certain nombre de caractéristiques, si tu réorganises les éléments, elle perd son caractère. Donc, il y a cette idée que peut-être qu'il y a des propriétés de forme, peut-être il y a des propriétés intrinsèques qui donnent ça. Alors, évidemment, cette idée-là, elle est, elle est démentie par le fait que on peut utiliser le kitsch comme un matériau. On peut utiliser des couches de culture kitsch et perçues par kitsch
comme kitsch par les auditeurs ou par les spectateurs, et on peut les recycler dans une œuvre. Alors, on a beaucoup étudié ça dans le cinéma, mais ça me paraît très intéressant de voir justement qu'il y a certains éléments de recyclage, même dans Berg. Maintenant, par exemple, je te pose une colle. Toi qui connais bien aussi Webern, pourrais-tu me dire si tu pourrais faire le même exercice à propos de Webern et trouver des éléments, parce que Webern, alors si Schoenberg est pur, et si Berg est pur, alors Webern, il est considéré quasiment comme le plus mathématicien et encore le plus pur de tous. Y a-t-il du kitsch chez Webern? Si tu veux, en un sens, si ta théorie de l'écologie était vraie, dans une certaine mesure, les œuvres seraient en quelque sorte malléables. Il suffirait qu'à un moment donné, quelqu'un s'approprie certains des quatuors, notamment les œuvres très très courtes là, de Webern, et puis raconte une histoire tyrolienne ou sur l'assassinat de Webern, et à ce moment-là, ça créerait une histoire qui kitschirisait le truc. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question est une annexe, c'est penses-tu que, outre l'œuvre de Berg, qui est vraiment très spéciale avec cette histoire que tu as racontée, il pourrait y avoir d'autres œuvres musicales qui pourraient être justiciables du même traitement. Voilà, excuse-moi d'avoir été un peu long. Non, au contraire, merci Pascal. Tu as, redéployé la même discussion que j'essayais d'approcher d'un côté, tu l'as redéployée dans une autre perspective. Et oui, c'est alors kitsch dans l'œil de l'observateur ou kitsch comme propriété intrinsèque, bon, c'est toute la discussion. Alors, je voudrais quand même lever un malentendu, et c'est sans doute de ma faute, mais enfin, moi, j'ai pas, quand je dis que je propose de l'approcher dans une perspective écologique ou pragmatique, ce n'est pas pour dire que c'est dans l'œil seulement de l'observateur, que c'est seulement dans l'œil de l'observateur. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors, je suis conscient que mon exemple de la suite lyrique est fait pour qu'on comprenne ça. Parce que j'ai dit, avant l'histoire du programme secret, ce n'est pas kitsch. Une fois qu'on a mis sur la table l'histoire de Berg et sa maîtresse, alors ça devient kitsch. De ce point de vue, oui, c'est disons, tout sauf une propriété intrinsèque. Donc, je comprends qu'on ait pu retenir ça dans ce que j'ai essayé de dire. Ce n'est pas tout à fait ça. Et à l'époque où j'ai écrit, si je peux revenir encore une seconde sur mon livre, je disais, je ne sais pas dans quelle page, mais enfin, je disais, je ne sais pas s'il y a de l'amour dans la suite lyrique, je sais qu'il y en a beaucoup autour. C'était ça ma conclusion, et j'ajoutais quelque chose comme, je ressens le manque d'une herméneutique de la musique qui me permettrait de décider s'il y en a aussi dans la musique plutôt que seulement dans le paratexte, c'est-à-dire l'histoire du programme secret, etc. Et là, aujourd'hui, je pense que là, pour le coup, j'ai un élément de réponse plus affirmatif qui est de dire, c'est toute la théorie des affordances qui fait le lien entre propriété intrinsèque et le kitsch comme attribution dans l'œil de l'observateur. Les affordances, ça consiste à dire qu'il y a des propriétés de l'œuvre qui, sans être kitsch en elles-mêmes, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens de dire cette propriété-là de l'œuvre est kitsch, mais ce sont des propriétés de l'œuvre qui affordent justement, comme on dit que les chaises affordent qu'on s'assoit dessus, même si après on en fait autre chose, par exemple du feu, un feu avec. Bref, il y a des propriétés de la suite lyrique, par exemple, qui sont des affordances pour un discours sentimental, plus que d'autres musiques, par exemple celle de Webern, même si je peux essayer de revenir sur Webern pour make a case pour un Webern kitsch. Mais enfin, donc, par exemple, le Presto Delirando que j'ai fait entendre, alors c'est une musique sans texte, évidemment, et puis il y a ce texte collé dessus par Berg, écrit, manuscrit. Je ne vais pas le redire, mais bon, vous vous souvenez, c'est un texte très extrême sur l'intensité du sentiment, le cœur, à un niveau somatique, voilà, l'exaltation romantique au niveau corporel le plus extrême, le jour et la nuit. Donc voilà, toutes ces conditions de kitschisation du discours sont réunies dans le texte. Le point qui fait l'affordance, c'est que cette musique-là est comme ça, un peu.
Alors, elle n'est pas kitsch pour autant, ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas une propriété intrinsèque, c'est une propriété ou des propriétés de l'œuvre qui affordent, et pardon pour le barbarisme, mais c'est comme ça qu'on l'utilise, je crois, qui sont des affordances plus convaincantes que d'autres pour tenir ce genre de discours kitschisant. Si on m'accorde l'idée qu'on peut avoir des discours qui soient de cet ordre-là. Et donc, la théorie des affordances, elle permet de faire ça. On ne peut pas dire la même chose de n'importe quel objet. Le kitsch est une attribution flottante parce que son contenu est indéterminé, ou alors tellement général qu'il a peu de pertinence descriptive, mais on ne peut pas l'appliquer à n'importe quel objet. Alors, ça paraît illimité, parce qu'en effet, je crois que c'est Greenberg qui dit tout le cinéma de Hollywood est kitsch. Alors, ça prend des proportions tellement gigantesques, ou Wagner, pourquoi pas, ou alors toute la musique du 19e siècle, Berlioz, Wagner, Mahler, ou au moins une bonne partie de leur œuvre, et puis Tchaïkovski, bien sûr, et puis bon, à force d'élargir comme ça le champ d'application, on a l'impression que ça perd de sa pertinence descriptive. Mais en tout cas, pour revenir à ton objection, moi, ce que je propose, et l'approche écologique, elle est là, c'est bien la leçon gibsonienne hein, sur les affordances, c'est l'idée que certains traits caractéristiques propres à l'environnement, aux objets de l'environnement, sont des affordances plus pertinentes que d'autres, plus convaincantes que d'autres, pour susciter un comportement, en l'occurrence le comportement qui consiste à dire je désigne comme kitsch cet objet, la suite lyrique ou une symphonie de Mahler ou autre. Donc voilà, l'approche écologique pour moi, c'est cette manière de tenir ensemble l'hypothèse qu'il y aurait des propriétés intrinsèques ou que plutôt que toutes les œuvres ne se valent pas et qu'on ne peut pas dire la même chose de n'importe quel objet, et donc, il y a des œuvres, des produits qui se prêtent plus que d'autres, qui ont des caractéristiques plus à même que d'autres de susciter l'attribution du label kitsch. Donc voilà pour une voie pour essayer de négocier entre ces deux voies, une approche en termes de contexte et une approche en termes de propriété esthétique que l'on pourrait identifier dans l'œuvre. Et encore une fois, dans la suite lyrique de Berg, je pense qu'on a effectivement ces deux choses-là, parce que quand on connaît pas l'histoire du programme secret, on peut écouter ce quatuor comme tant d'autres quatuors. Quand on la connaît, on se dit ah tiens, j'aurais jamais deviné tout ça. Mais une fois qu'on connaît tout ça, on réécoute l'œuvre et là, les affordances musicales, l'intensité de certaines courbes expressives, par exemple, rien que la forme globale de l'œuvre, c'est une série donc de 6 mouvements qui au début sont plus ou moins proches dans leur intensité, c'est un allegretto et un andante, et qui commencent à diverger. À la fin, après le presto delirando que nous avons entendu, il y a un largo desolato, donc le presto qui était la limite supérieure de la vitesse et de l'intensité comme ça crispée, on va dire, et puis le largo desolato qui suit, qui est au contraire tout en longueur, bien sûr. Donc la forme des objets, ce n'est pas des propriétés kitsch, mais c'est des affordances pour la désignation du kitsch. Ça, c'est la proposition que je soumets. C'est pourquoi, effectivement, et je suis bien d'accord avec ça, c'est beaucoup plus difficile de répéter l'opération avec Webern. Non seulement parce qu'il n'y a pas une histoire de programme secret à mettre dans le circuit, mais parce que son esthétique propre, elle est beaucoup moins tournée vers des parcours émotionnels extrêmes qui sont quelque chose qui est un trait commun de l'esthétique romantique dans sa version sentimentale, parce que la question des extrêmes émotionnels, elle est très présente c'est une intersection possible des discours sur la kitsch. Cela dit, avec Webern, il y aurait peut-être quelque chose à tenter du côté de ces envolées mystiques, par exemple. Est-ce que les discours mystiques, ésotériques autour de Webern ne pourraient pas être lus comme quelque chose de cet ordre-là? Enfin, ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais si Webern afforde quelque chose comme une attribution du kitsch, ça serait plutôt dans cette brume mystique qui est très typique du début du XXe siècle à Vienne et ailleurs,
où lui, il baignait volontiers, hein, comment commencer. Donc voilà, ça serait une piste. Maintenant, la question malheur. Est-ce que malheur et les shops de bière et tout ça, bon, malheur, c'est une problématique en soi parce que là encore, l'attribution de kitsch, ça a été, ou de ses variantes, hein, parce qu'il n'y a pas le mot kitsch qui désigne seulement la chose, l'idée qu'il y a de la sensiblerie ou qu'il y a une sorte de hétérogénéité stylistique propre à la musique en soi, qu'il y a du kitsch au milieu du sublime, et pourquoi pas un sublime kitsch, puisqu'on a parlé à un moment du sublime, ce qui nous intéresserait plusieurs d'entre nous pour d'autres raisons. Bref, donc la question de cette hétérogénéité, ça a traversé toute la réception de Mahler, et c'est le tour de force du bouquin d'Adorno sur Mahler, c'est non pas d'avoir dit non, il n'y a pas le mot kitsch n'est pas un mot-clé chez Adorno pour les raisons que j'ai expliquées, mais c'est pour dire, c'est précisément parce que cette musique de Mahler a la capacité d'incorporer ça comme matériau, ces contenus populaires, et d'en faire autre chose, selon lui, que Mahler est ce qu'il est, c'est-à-dire un sismographe, comme il aime dire, de la culture de son temps, et de quelque chose qui se révolte, d'après Adorno, contre l'ordre des choses. Donc, voilà. Après, on peut dire que le fait même d'avoir eu l'idée d'appeler ça Titan, cette symphonie, cette première, c'était kitsch aussi. Après tout, Titan, pourquoi on a besoin de Titan pour une œuvre comme ça? Dans la même œuvre, il y a ce fameux passage avec ce qui ressemble à la mélodie de Frère Jacques, minorisée, transformée. Bon, ça, c'est l'esthétique mahlérienne. Maintenant, la question, je me la pose plutôt en termes d'utilité, de gain heuristique, de gain cognitif. Quand on a dit que ces éléments-là de chez Mahler sont kitsch, est-ce qu'on est vraiment beaucoup plus avancé? Ou alors Wagner, oui, quand on voit toutes ces histoires de Valkyrie aujourd'hui, on dirait bah, c'est du kitsch 100%. Qu'est-ce que c'est que toute cette mythologie nordique? En plus, bon, la version nazie est passée en particulier sur l'iconographie, est passée par là pour nous faire associer ça. C'était d'ailleurs l'un des arguments de Greenberg, qui avait un kitsch totalitaire et que c'était l'esthétique dominante des systèmes totalitaires que le kitsch. Donc là, il y avait une portée politique extrêmement puissante. Bon. Je ne sais pas. Sur le deuxième degré, on peut en parler longtemps, si le geste de mettre des guillemets suffit. Mais en tout cas, pour résumer ma réponse, voilà, pour moi, l'approche écologique, c'est essayer de rassembler les deux choses. Propriétés intrinsèques qui sont des affordances pour l'attribution du kitsch, qui, elles, dépendent de l'œil de l'observateur. Voilà. Merci beaucoup, ça me paraît très convaincant. Bon, on pourrait continuer encore cette discussion à ce stade entre nous, mais je pense quand même que ce serait bien de pouvoir laisser nos auditeurs parler et te poser quelques questions. J'aurais une question. Oui, Pierre Lazare. Je crois qu'il faut distinguer, là, on parle toujours du kitsch chez Wagner, vous avez parlé de Verdi aussi. Il y a l'histoire qui peut être kitsch, les Valkyries effectivement, mais la question c'est la musique. Par exemple, on a écrit sur Così fan tutte, l'histoire peut paraître kitsch, elle est certainement kitsch, mais la musique elle est sublime et elle dépasse de loin l'histoire elle-même. Alors comment vous répondez à ça? Je réponds que moi, personnellement, je ne trouve pas tellement utile, justement, d'utiliser la catégorie kitsch pour décrire ça, ni dans un sens, ni dans l'autre. Maintenant, donc, moi, personnellement, si j'ai à faire une analyse de tel moment de Wagner, je ne dirais pas c'est de la musique kitsch. Je le dis plus facilement sur le côté iconographique, parce que là, j'ai plus de facilité à saisir ce que j'appelais l'industrialisation et la standardisation des productions artistiques, mais je suis pas fan non plus de la catégorie pour autant. Voilà, donc moi, ma manière de dire, de répondre à la question est-ce que Wagner est kitsch, je dis la question ne se pose pas comme ça pour moi. Je vois pas l'intérêt de dire que c'est kitsch. Je vois l'intérêt, par contre, de dire qu'il y a une continuité entre la musique, ça, c'est très connu, mais quand même, entre certains traits de la musique de Wagner et la musique de Hollywood telle qu'elle a été standardisée pour véhiculer une expression des sentiments qui est complètement codée et standardisée, qui était d'ailleurs rationalisée et assumée comme telle, et que donc, voilà, il y a des moments, je ne sais pas si on prend
le grand climax de Tristan, du second acte, on peut se dire que voilà une manière de déployer la temporalité de la passion, y compris sur sa fin interrompue tragique, qui est une ressource qui est peut-être sublime dans le cas de Tristan et qui est standard dans plein d'autres et qui est standard parce qu'elle est déjà reconnue comme sublime chez Wagner. Donc là, bon, je ne dis rien de très différent de ce que disait Broch en disant la mère et la fille, n'est-ce pas? Et je pense qu'il visait quelque chose qui est quelque chose d'observable, disons, en termes de ces généalogies, de comment disons que je pense que la catégorie du kitsch a une certaine pertinence pour faire l'histoire formelle des clichés, voilà, des clichés en musique. Et de ce point de vue, il y a une généalogie wagnérienne à ça, mais encore une fois, je reste réservé sur l'utilité parce que le kitsch, c'est quelque chose qu'on sort de ça. Comment c'est comme un arsenal. Bon, on peut dire, c'est une attribution stigmatisante. Et voilà, je suis pas sûr que ça soit utile du point de vue musicologique, c'est tout. Je suis sûr que tu as raison. D'un autre côté, n'y a-t-il pas? Alors, nous avons étudié dans ce séminaire des œuvres cinématographiques dans lesquelles la recherche du kitsch est systématique, c'est-à-dire dans laquelle les auteurs comme Douglas Sirk cherchent, ou Vincente Minelli, cherchent systématiquement à non pas simplement, ils ne produisent pas quelque chose de kitsch sans le vouloir, c'est quelque chose de parfaitement concerté, c'est quelque chose de parfaitement recherché de leur part. Et c'est vrai que quand tu as dit Hollywood est entièrement kitsch, bon, c'est vrai que... Greenberg a dit, j'ai dit que Greenberg a dit que c'est entièrement kitsch. Ça, et ça ne me paraît pas faux du tout, parce que c'est effectivement un recyclage permanent d'un certain nombre de thématiques dans lesquelles il y a de la citation, de l'autocitation, de la surcitation. Bon, maintenant, si on essaie de penser à ça en musique, moi je n'y connais rien, mais il peut penser à un autre auteur qui a été quelquefois caractérisé comme ça. Alors le problème est de savoir si c'est une caractérisation correcte ou pas. C'est Maurice Ravel. Il y a des passages, il y a pas mal de passages dans Maurice Ravel, ou même certaines œuvres, qui peuvent se prêter à cette description et où on a peut-être même l'impression que l'auteur cherche lui-même à recycler quelque chose et il y a une espèce d'usage ironique de certaines musiques. Je pense à un truc de Ravel qui n'est pas tellement joué, qui s'appelle Tzigane. Et je n'ai pas le morceau là à vous présenter, mais en gros, c'est assez facile. C'est un morceau dans lequel il y a un violon de tzigane qui fait son bruit caractéristique et on se croirait dans un restaurant hongrois au moment où les violonistes viennent à la fin du repas faire plaisir aux clients. Donc, c'est assez curieux et là, il y a une recherche systématique. Alors, est-ce que c'est en quelque sorte, comme chez Ravel très souvent, un trait d'humour? Parce que c'est un compositeur éminemment ironique qui recycle des choses et qui cite de la musique espagnole, qui cite toutes sortes de choses. Mais il me semble quand même que c'est assez intéressant de voir qu'il y a chez certains auteurs, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature, une espèce de manière d'utiliser le kitsch comme un matériau. Alors, dans mon séminaire, j'ai appelé ça le méta-kitsch. Et ça recouvre peut-être quelque chose qui a un rapport avec ce que tu as appelé, quand tu as parlé de la citation et que tu as parlé de l'ironie bon, et des guillemets. Il y a toutes sortes de choses de ce genre. Alors, de ce point de vue-là, du point de vue descriptif, la catégorie de kitsch me paraît assez utile parce qu'elle permet de voir à certains moments où un auteur a pratiqué quelque chose que j'appellerais une mise à distance ou un certain humour. Et peut-être finalement que c'est aussi ça qu'il y a dans le texte, dans la suite lyrique de Berg. Peut-être qu'il y a à un moment donné une sorte de quelque chose comme un clin d'œil. Alors, je pense que ce que l'on met sous le mot kitsch dans ce genre de discussion en ce moment, Ravel, Mahler, Wagner, ce sont des stratégies très différentes, plus ou moins ironiques d'ailleurs, d'avoir affaire à
à des matériaux hétérogènes par rapport à une certaine norme stylistique de la musique classique. Et bon, je pense que rétrospectivement, c'était bien au moment des années 80. C'est la question du postmodernisme. Hein. Pendant les années 90 que c'est devenu vraiment un sujet chaud dans les milieux musicaux. Est-ce que le discours boulésien qui avait porté même institutionnellement la musique contemporaine depuis les années 50 pratiquement, est-ce qu'il tient face à la diversité culturelle du monde? Est-ce qu'il tient face au vieillissement de la nouvelle musique, pour reprendre une formule d'Adorno? Est-ce que ça tient? Et je pense que cette perplexité qui était celle du moment postmoderne, même si j'aime pas spécialement le terme, elle est encore à nous quelque part. Ces esthétiques hétérogènes ont continué à exister, et parfois avec des virtuoses au cinéma ou ailleurs, très très puissants. Douglas Sirk en est un. Je pense que tu as mis Tarantino aussi sur la liste des seconds degrés. Et je pense que oui, d'une certaine manière, ce travail intertextuel, de clin d'œil, d'allusion, il est au cœur de plein d'œuvres aujourd'hui, y compris dans le domaine de la musique contemporaine. Et là, pour le coup, il y avait une œuvre fameuse dans les années 60 qui était Sinfonia de Berio, qu'on joue très souvent encore aujourd'hui, qui faisait un retour ironique, plein de citations sur Mahler, justement. Avec une sorte de métalèpse où tu as un discours, un récitant bref. Donc, ce dispositif de mise à distance de l'objet présupposé hétérogène. Alors, est-ce que c'est les objets en question qui sont les matériaux kitsch qui sont mis à distance par rapport à tous ces dispositifs? Bon, déjà, quand tu dis ça, tu dis Mahler était kitsch et Berio l'a remis à la sauce postmoderne en faisant un objet kitschisé par le fait même de l'utiliser dans une esthétique du collage, avec un récitant dessus qui désactive l'empathie émotionnelle que ça porte, etc. Mais je reviens un peu à mon point de départ, c'est-à-dire quelle est l'utilité d'appeler ça kitsch? Quelle est la pertinence descriptive de ça si on prend au sérieux, si on prend au sérieux l'idée que quand on dit c'est kitsch, on dit je ne partage pas ça, je ne peux pas être dans une situation d'empathie avec ça. Le kitsch, ce n'est pas moi, je ne suis pas le kitschman. C'est ça l'argument de Kossowski, Sedgwick, par exemple, et d'autres, non? C'est ce qui te montre comme toi une subjectivité qui est incompatible avec une reprise au premier degré, d'où l'intérêt pour le second degré de celui qui ne se laisse pas compter dans le pacte émotionnel qui, au premier degré, envahirait ta vie affective, disons, avec un excès de quelque chose. Donc, c'est pour ça que je suis réservé, encore une fois, face aux vertus descriptives de la catégorie. Mais pourtant, tu as quand même admis qu'il y avait des propriétés descriptives je ne dirais pas intrinsèques, bon, parce que je serais prêt à accepter cette idée d'affordance. Moi, je dirais plutôt qu'il y a quelque chose comme des dispositions dans l'œuvre qui peuvent éventuellement s'actualiser. Ce n'est pas tout à fait exactement la même logique que la notion d'affordance, mais laissons ça, c'est plutôt de la métaphysique, ça. Mais tu as toi-même dit qu'il y a une pertinence descriptive lorsqu'il y a des éléments de standardisation. Greenberg disait dans son article de 39 que le kitsch naît à partir du moment où il y a une culture musicale préexistante, musicale ou visuelle ou picturale, littéraire, qui est préexistante et que le public connaît déjà plus ou moins, pas nécessairement très bien, mais plus ou moins de façon à pouvoir précisément faire des clins d'œil, de pouvoir faire des citations. Et donc à ce moment-là, ces éléments sont standardisés. Et une des caractéristiques, disons, que je serais prêt à appeler moi-même objective du kitsch, c'est que quand tu as l'œuvre kitsch, si tu changes des éléments, l'œuvre va garder ce caractère standardisé, elle va garder le cliché. Alors que dans une œuvre authentique, c'était ça l'opposition entre le vrai et le faux. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème du faux dans l'art. Et donc, la raison pour laquelle je m'intéresse au kitsch, c'est que c'est des sentiments qui sont
mal placés, des sentiments qui sont mal exprimés, mal vécus, qui sont surtout des sentiments qui sont montrés, des sentiments qui sont mis en avant et dans lesquels on dit regardez comme je suis triste, regardez comme je suis heureux. Cette espèce de côté, disons, show-off, pour employer un terme anglais, de montre. Et ça, il me semble que ce sont des aspects qui sont relativement repérables. Et évidemment, tu vas me dire, c'est tellement fréquent dans un grand nombre d'œuvres, est-ce que c'est devenu presque une espèce de tic, dans les œuvres d'art d'aujourd'hui. Il y a presque plus de films qui ne soient pas des espèces de citations, et dans les œuvres littéraires, c'est constant. Alors, je crois que ce n'est pas tout à fait une question. Tu as dit une question métaphysique au sens où ça n'est pas vraiment utile d'en discuter. J'imagine que c'était une pique de ta part. Mais la distinction entre une affordance et quelque chose qui pourrait être actualisé ne me paraît pas. La différence ne me paraît pas anodine, parce que moi, je dis une affordance, ce n'est pas quelque chose qui peut être actualisé. Je dis une affordance, c'est la rencontre entre une propriété objective et une attribution catégorielle. Autrement dit, la catégorie, elle n'est pas latente dans l'objet pour être actualisée si les conditions s'y prêtent. Je ne crois pas aux propriétés intrinsèques kitsch qui seraient actualisées dans le bon contexte. Je crois à des propriétés qui ont suffisamment de points communs avec certains traits que le sens commun qui fait l'attribution de la personne ou de l'acteur qui fait l'attribution attribue au kitsch pour donc activer cette catégorisation. Je reviens à l'exemple de Berg. Si on se met d'accord, et tu viens de le rappeler, que l'excès sentimental est systématiquement appliqué c'est une des manières qu'on a de décrire des objets kitsch depuis qu'on en parle. Bon, plus une œuvre va déployer un état limite des sentiments, plus ça va se prêter à une attribution en disant il y en a trop, il y a trop de sentiments, c'est trop sentimental, bref, c'est kitsch. Et là, je pense que c'est encore une fois une nuance peut-être, mais pas une nuance insignifiante de dire c'est actualisé ou c'est quelque chose qui est le résultat d'une affordance, mais qui est une attribution propre au sujet. Et maintenant, bon, là, ça résume peut-être une partie de notre discussion, l'idée des sentiments mal placés. Est-ce que ça, quel est le critère du mal placé? Enfin, est-ce que ça peut être distingué d'une position normative, de dire les sentiments bien placés sont de l'art, quand ils sont mal placés, ce n'est plus de l'art, c'est même son contraire, et je traque les sentiments mal placés, et je considère comme mal placé ce qui s'exhibe comme un sentiment excessif. Par exemple, regardez comment je suis heureux. Pourquoi pas, hein. Moi, je suis pas plus sentimental que la moyenne, je pense. Enfin, ça dépend des moments et des sujets, naturellement. Mais l'idée de dire que la démarche descriptive d'une œuvre part d'une norme du sentiment mal placé versus celui qui est bien placé me paraît difficile à défendre, Pascal. Et puis, regardez comment je suis heureux. Tu peux faire des trucs géniaux avec quelqu'un qui dit regardez-moi, je suis heureux, et puis je ne suis pas heureux. Et puis, je sais pas, toute la tradition de la pantomime repose sur regarder mes sentiments, je les ai dessinés sur un masque. Donc, à tout prendre, est-ce que le mot kitsch rajoute cognitivement quelque chose, ou est-ce que ça le renvoie dans une valorisation a priori? C'est un peu ça Oui, la oui, question. tu as parfaitement résumé. Et moi, je serais tenté d'adopter une position évidemment plus réaliste. Je suis d'accord avec toi que c'est très difficile d'appliquer la catégorie de kitsch et que, disons, à 90%, c'est quelque chose qui est, pour parler comme toi, écologique. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que dans ces affaires de sentiments, il y a aussi une donnée qui était très présente dans le texte d'Hermann Broch, que je considère comme irremplaçable pour toute réflexion là-dessus, tout comme toi, c'est l'aspect moral. Je veux dire, dans la notion de sublime, notamment chez Kant, il y a l'idée que
il y a un idéal moral. Hein. C'était aussi Hippolyte Taine qui parlait de l'idéal moral dans l'art. Et donc, il y a cette idée que quand les sentiments sont bien placés, quand les sentiments sont correctement exprimés, correctement compris, et qu'il y a en quelque sorte une, une sorte d'harmonie là entre le spectateur et puis l'œuvre, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Je pense par exemple à certaines œuvres au cinéma de Renoir, je pense à La règle du jeu, qui est un film dans lequel il y a des masques, justement, avec des gens qui ont de vrais sentiments et d'autres qui ont des faux. Et il me semble qu'à partir du moment où on emploie la notion de mal, quand on dit il y a du mal dans l'art, évidemment, ça induit une perspective réaliste. Le problème, c'est que c'est vrai que moi, je suis tenté d'avoir, je suis attiré par cette perspective réaliste, mais toi qui veux décrire comme musicologue et comme sociologue de la musique un certain nombre d'heures, je pense qu'évidemment, tu es beaucoup plus sensible à l'aspect contextuel et tu as sûrement raison dans l'ensemble. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'à partir du moment où on a une position où on considère qu'il peut y avoir des valeurs morales exprimées par l'œuvre d'art, que je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, la notion de kitsch ne puisse pas nous servir au moins d'aiguillon ou de guide. D'aiguillon, certainement, c'est bien pour ça qu'on en parle, alors que ça fait plus d'un siècle qu'on a ça entre les mains. D'ailleurs, je ne sais pas si on a quelques minutes encore, mais j'avais envie de Oui, citer mais on peut aller Baudelaire depuis tout à l'heure. on peut encore continuer. Mais s'il y a Bon, des questions. j'ai une citation. Oui, après tout, c'est pas exactement un dialogue qu'il faut faire. Donc, bon, il y a sûrement bon, je sais par exemple qu'il y a quelqu'un parmi tes auditeurs qui s'intéresse au kitsch dans le Boléro de Ravel. Donc, posez vos questions maintenant, mais je t'en prie, vas-y, parce que le temps que les gens interviennent, quelquefois, il y a quelques minutes. Je t'en prie, Esteban. Tu veux dire pour Baudelaire? Non, c'était juste. Je vais la retrouver. Oui, c'est Baudelaire qui écrit. Alors c'est intéressant parce qu'il parle de quelque chose que maintenant on appellerait kitsch, mais le mot kitsch n'était pas inventé. Donc c'est Baudelaire qui dit, qui parle dans l'un de ses salons. Il y a quelques années, à une exposition de peinture, la foule des imbéciles fit émeute devant un tableau poli, ciré, verni comme un objet d'industrie. C'était l'antithèse absolue de l'art. Alors, il n'y a pas le mot kitsch, mais il y a l'antithèse de l'art quand même. Et puis il continue, j'étais attiré vers ce monstrueux objet comme tout le monde, mais j'étais honteux de cette singulière faiblesse car c'était l'irrésistible attraction de l'horrible. Enfin, je m'aperçus que j'étais entraîné à mon insu par une curiosité philosophique, l'immense désir de savoir quel pouvait être le caractère moral de l'homme qui avait enfanté une aussi criminelle extravagance. Donc il se renseigne, et donc il écrit « J'appris que le monstre se levait régulièrement avant le jour, qu'il avait ruiné sa femme de ménage et qu'il ne buvait que du lait. » Il ne buvait que du lait en italique. Donc voilà, bon, là ça va un peu dans le sens de la position réaliste. L'objet ciré comme un objet d'industrie. Voilà, ça ce serait une description objective qui, lui, chez Baudelaire, renvoie au caractère moral de l'artiste, défini par le fait que ne pas boire de l'alcool, c'est n'avoir rien compris à ce qui fait l'existence. Mais oui, ça va plutôt dans ton sens. Et je dis, de tous les registres où je suis prêt à entrevoir une utilité descriptive, c'est encore une fois, comme il dit, hein, c'est l'industrie, les effets de l'industrie, la standardisation. Mais il y a un coût-bénéfice, un calcul coût-bénéfice. Alors le bénéfice, c'est peut-être évident. Le coût, c'est de se faire l'écho de toute une histoire, encore une fois, de délégitimation un peu mécanique, y compris du côté de gens identifiés avec un conservatisme artistique assez militant. Bref, bon, c'est une décision, quoi, une décision de vocabulaire qu'on prend, oui ou non. Alors, je vois une question, j'ai une question, mais je n'arrive pas à activer mon micro. Elle n'a pas l'air d'avoir réussi à écrire la question. Ça prend quelquefois un petit peu de temps.
Non, non, mais elle est parfaitement lisible, je la lis. J'aurais aimé avoir votre avis sur le boléro de Ravel qui est tombé un peu malgré lui dans la culture de masse. Peut-on dire qu'il est kitsch, même pop? Oui, alors en effet, le boléro de Ravel est partout dans la culture de masse, c'est apparu dans plein de films. D'ailleurs, j'avais lu les résultats d'une enquête. On avait demandé à beaucoup de personnes, en Angleterre notamment, quelle était leur musique favorite pour faire l'amour. Et le boléro de Ravel était tout en haut de la liste. C'était même un peu incroyable, même si c'était le résultat d'une diffusion en termes par un film. C'était peu après, je me souviens plus exactement lequel. Mais enfin, ça existe comme objet de la culture. Alors, si je suis fidèle à mon propre discours d'il y a 25 ans, je dirais oui, le boléro de Ravel devenu objet de la culture de masse peut faire l'objet, peut être sujet à des discours kitschisants, kitsch. Ce n'est pas le boléro de Ravel qui, lui, en tant que tel, est devenu kitsch, mais ce qu'on peut en dire peut l'être dans l'optique d'une approche qui admet la pertinence, encore une fois, d'appeler ça kitsch. Maintenant, comme je suis plutôt en retrait par rapport à ça, je trouve plus intéressant d'étudier la diversité des usages du boléro, hein, depuis les ballets qu'on connaît, voilà, les gens qui le mettent dans leur vie intime, ou d'autres qui en font des paradigmes de la forme transparente elle-même, puisque c'est une œuvre, comme vous savez, qui est une série de répétitions avec une augmentation des effectifs et des variations minimales. Donc ça peut incarner toutes sortes de choses, hein. Ça peut incarner aussi l'inexorable, la temporalité climactique et d'autres. Donc là encore, je dis un peu la même chose qu'à Pascal. Ça dépend d'une décision. Est-ce qu'on a envie de mobiliser le mot kitsch avec ce que ça entraîne d'histoire derrière pour décrire une certaine catégorie d'objets? Moi, à ce stade, je préfère plutôt être prudent. Mais ça serait pertinent pour ces genres d'usage, par exemple du boléro de Ravel, oui, la réponse serait plutôt oui. Juste un dernier détail, à moins qu'il y ait d'autres questions. Il y a un point dans l'exégèse d'Adorno sur la suite lyrique. Je ne suis pas sûr que tu l'aies mentionné, mais je crois que ça a joué un rôle et je voudrais te demander ce que tu en penses et si on peut considérer ça comme un exemple d'affordance, selon toi. Adorno dit que dans la suite lyrique, il y a une tonalité d'opéra. Je ne me souviens Oui. plus exactement quel est son terme. Je crois que tu le cites. Opéra Et latent. Opéra un latent. opéra latent. Alors, justement, c'était dans cette idée-là que j'employais la notion de disposition. S'il y a si Adorno a raison, ce qui n'est pas évident, mais il connaissait quand même bien son bonhomme, s'il y a vraiment quelque chose comme une espèce de préfiguration de Loulou ou de préfiguration de Wojciech, qui, sauf erreur, est composé dans les mêmes années que la suite lyrique, dans les années 20. Est-ce que justement, c'est pas une espèce de préfiguration donc, est-ce que l'accroche qui fait que nous avons l'impression qu'il y a une intrigue qui se joue dans la suite lyrique, même si c'est pas explicite, et si à la limite, c'est tellement caché dans la musique que finalement, c'est destiné à ne pas être vu, un chiffre, comme tu dis. Est-ce que c'est pas quelque chose comme ça qui pourrait être une affordance? Oui, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir posé cette question pour la fin, parce que en fait, j'ai oublié de raconter une partie de l'histoire qui est quand même assez passionnante. C'est qu'Adorno était un acteur de cette affaire, puisqu'il était à l'époque de l'affaire de Alban Berg avec Anna Fuchs, il était l'élève de Berg. Et il paraît, c'est ce qu'il a raconté, que Berg l'utilisait comme courrier pour ses messages, ses lettres secrètes, bien évidemment, ses lettres d'amour et autres billets doux à Anna, puisque Adorno faisait des allers-retours entre Vienne et Prague. Donc, il connaissait l'histoire depuis le premier jour et il en a même été l'acteur, comme je disais. Par ailleurs, il était l'ami d'Hélène, donc la femme de Berg. Et il lui est resté fidèle à cet égard. Il y a plein d'autres jusqu'à la mort à sa mort à lui, puisqu'il est mort 7 ans avant Hélène.
Et il a écrit cette exégèse de la suite lyrique pour son dernier livre paru qui s'appelle Alban Berg, Le maître de la transition intime. En fait, c'était déjà une réécriture d'un texte plus ancien. Mais le truc qui est amusant, c'est qu'il a écrit ce texte en connaissant l'histoire du programme secret, tout en refusant de le révéler pour des raisons de ça. Enfin, ça se faisait pas, quoi, du vivant des acteurs. Donc, il a écrit l'analyse de la suite en faisant semblant de faire une analyse musicale pure, tout en connaissant tous les codes qui montraient que c'était une œuvre de musique à programme. Et il en ressort cette idée de l'opéra latent, qui en effet renvoie à Wozzeck, qui a été conçu un peu avant la suite lyrique, et surtout à Loulou, qui a été, comme vous savez, sur le métier jusqu'à la fin de la vie de Berg, et même à sa mort en 1935, la partition n'était pas achevée. La Loulou, le troisième acte qu'on connaît, est un troisième acte construit, refait, complété par un autre compositeur, Friedrich Zera. Donc, l'opéra latent d'Adorno, c'est un résultat de Doppelbind d'Adorno. Il connaissait l'histoire, il ne pouvait pas la raconter, mais il a semé sa propre analyse de petites traces qui, une fois qu'on connaît le programme, font sens de manière complètement transparente. Mais là où ça nous permet en effet de revenir à la question de l'affordance, c'est que les affordances, donc ce cousinage stylistique entre les manières d'exprimer les sentiments extrêmes dans la suite lyrique et l'esthétique de Berg dans les opéras, c'est cette ère de famille stylistique qui rendait déjà l'idée de l'opéra latent vraisemblable comme analyse et qui après a fini par faire sens dans l'idée que le latent, ce n'était pas la latence du style, mais la latence de la biographie. Mais à la fin, les deux étaient convergentes, la latence du style et celle de la biographie. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette histoire et j'aime beaucoup le rôle d'Adorno là-dedans, qui a joué, à sa manière, avec assez de virtuosité, si je peux dire, tout ce rôle d'herméneute à plusieurs niveaux, biographique, musical, philosophique, etc. Parfait, merci. Alors, y aurait-il d'autres questions? Mais bon, je pense qu'on a bien couvert les 2 heures. Oui, excusez-moi. Oui, Monsieur Dupraz, oui. Oui, je voulais juste connaître le passage exact que vous mentionniez par rapport au Salon de Baudelaire sur l'objet kitsch, qui n'est pas mentionné comme kitsch. Oui, alors attendez que je retrouve la référence. C'est dans mon livre, donc Histoire du secret. Et le texte en question... Ah non, excusez-moi, ce n'était pas dans l'un des salons, c'est dans Du vin et du hashish. Œuvre complète de la Pléiade, 382-383. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bon, c'est le moment de se quitter, même si c'est peut-être moins sentimental que lorsque l'on se quitte dans la réalité, puisque nous sommes dans une sorte de confinement toujours. Je te remercie beaucoup, Esteban, d'avoir accepté de venir nous parler de ça. Je pense que ça donne un contrepoint tout à fait excellent à ce séminaire parce que tu es parvenu à en discuter tous les thèmes. Je crois qu'il y a peu de choses dont tu as parlé, dont on n'est pas déjà, qu'on n'est pas. Et puis en plus, tu as proposé ta propre conception et donc on a été éclairé aussi par ce que tu as à dire sur la musique. Je retiens finalement que si tu as raison, ça vaut pas vraiment la peine d'utiliser la catégorie de kitsch, en tout cas au moins pour la musique. Je suis moins sûr que ça pour le cinéma, mais je crois que je serais assez d'accord avec toi, par exemple, pour la littérature. Et puis, dans les arts visuels, c'est un peu compliqué. Bon, mais notre propos n'est pas simplement de donner des catégories, c'était de discuter certaines œuvres. Et là, je crois que ta démonstration était parfaitement impeccable. Donc, nous allons nous arrêter là. Je voudrais remercier les participants. Je te remercie aussi.
Je voulais te remercier à mon tour pour l'invitation et pour tous les gens qui ont participé. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi-même de revenir sur cette question qui n'est toujours pas tranchée dans mon esprit. Je suis pas en train de dire non, il faut jeter le mot kitsch à la poubelle. Personnellement, enfin, je suis pas plus long que ce que j'ai déjà dit, mais voilà, c'est une question. Le chiffre du kitsch persiste pour moi.